Est-ce qu'on a le droit de s'en battre les couilles bis? Alors c'est vrai que François, t'as un côté, tu sais, genre très professoral qui peut peut-être impressionner les gens. Non. Est-ce que t'as déjà, ou est-ce que c'est moi qui me fait une idée? Ben je sais pas, moi je peux pas mesurer à quel point j'impressionne les gens. Moi je me trouve relativement inoffensif, quoi. J'ai un pauvre polo beige, j'ai une tête de con. Moi franchement je serais pas impressionné par moi. Après moi j'essaie toujours d'être un peu clair. Et c'est vrai que, encore une fois, dès qu'on essaie un peu de mettre à plat un certain nombre de sujets, bah, c'est vrai que ça peut dégonfler certaines illusions qui font que d'un seul coup l'interlocuteur balbutie un peu. Mais c'est tellement évident. Comment Surtout que dire? les idées, ça se développe sur du long terme. C'est un peu ce que tu fais là ce soir. C'est vrai que moi, quand je veux développer une idée, je prends du temps. C'est pour ça que je dis souvent, Ouais. voilà, laissez-moi parler et tout. Et que, effectivement, c'est pas un truc qui se fait très rapidement et tout. Et tout à l'heure, quand je faisais mon droit tard, moi personnellement, c'est pareil. Je trouve que. Alors après, je sais pas, c'est une vision des choses. Et je poserai les questions après du chat qui m'ont été répétées. Je les ai notées, les copains, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que moi, par exemple, on me dit que je suis nihiliste. Parce que j'ai tendance à considérer qu'on peut pas faire grand chose, par contre, tu vois, par rapport à tout ça. Mais. Derrière, voilà, j'ai quand même foi en l'humanité. Derrière, par contre, j'ai l'impression que la pensée de gauche est assez utopiste. Par exemple, quand je t'écoute, toi, tu es conscient de ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens te disent oui, on pourrait faire ci, faire ça et tout, tu les ramènes à la réalité, justement, à cette réalité à laquelle tu fais référence souvent. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est très dur d'accepter la réalité. Moi, par exemple, la réalité, ça m'a rendu fou, en fait, un temps. C'est-à-dire que j'ai préféré me perdre dans l'ésotérisme, me perdre justement dans des trucs comme ça, pour fuir cette réalité. Il y a eu la drogue aussi. Et aujourd'hui, je l'accepte d'autant plus parce que j'ai passé tellement de caps un peu difficiles et tout. Je me dis, bon, maintenant, j'ai passé le plus gros, quoi. Et maintenant, il reste plus qu'à savourer le peu de choses qui me restent. Comment tu perçois justement ce rapport à la réalité que t'envoies à la gueule des gens qui ne veulent peut-être pas la voir comme ça parce que pour eux, non, ils veulent avoir Mais quelques espérances, tu vois. Et comment tu vois ça? Mais tu touches vraiment pour moi ce qui est le cœur des choses et qui serait au croisement de plein de choses que je peux faire, dire et plein de choses qui peuvent m'intéresser. Il est évident, et ça c'est vrai, pour moi c'est le cœur du nietzschéisme aussi, tiens. Alors c'est pas pour parler de Nietzsche, mais enfin, quand même, si c'est un penseur qui m'intéresse tellement, c'est que précisément j'ai l'impression qu'il a mis le doigt dans le cœur de la bête. Et le cœur de la bête, c'est vraiment le. Alors, lui, il le dirait de telle manière, je le cite pas précisément, mais l'idée est là. En gros, l'homme puissant, enfin, ou le surhomme, ou je ne sais plus comment il le dit, est celui se mesure au nombre de vérités qu'il est capable d'encaisser. Et je pense qu'on pourrait très bien remplacer vérité par réalité, comme ça calmerait tout le monde, parce qu'en général, le mot vérité, à juste titre d'ailleurs, peut servir d'épouvantail. Il y aura toujours des gens pour dire oui, mais la vérité, personne ne la détient, etc. Donc je préfère utiliser le mot plus prosaïque de réalité. Et je pense qu'effectivement, mais c'est un peu ce que j'entendais par l'idéalisme des gens d'extrême droite dans notre joie, mais pour moi, l'idéalisme est très très répandu, très au-delà de ce camp, consiste vraiment à évincer le réel au profit des idées, et cet évincement du réel s'origine lui-même dans un trait qui est pour moi un trait psychologique, parce que là on est dans la psychologie, et Nietzsche était un grand psychologue, et je pense qu'au commencement de tout est la psychologie, c'est-à-dire le tempérament des uns et des autres. Je pense qu'effectivement il y a des gens qui sont effrayés du réel, et d'autres qui n'en ont pas peur, et qui même en tirent puissance, c'est-à-dire tirent joie de la réalité elle-même. Et c'est ça qu'on pourrait appeler la joie nietzschéenne. C'est la joie du réel en tant que réel. C'est la joie du fait que ça existe. C'est la joie de la vie en tant que vie, en tant qu'elle est là, en tant qu'il y a de la vie. Je vois chez d'autres des passions plus réactives, comme aurait dit Nietzsche, ou des forces plus réactives qui consistent à avoir une sorte de fébrilité vis-à-vis de la réalité que j'interprétais dans d'autres joies comme une peur du multiple. Parce que le réel, précisément, c'est foisonnant, c'est multiple. Alors, des gens qui seraient paniqués par cette multiplicité, ce chaos, parce que le réel est fondamentalement chaotique et la vie n'a fondamentalement pas de sens, et donc cette insignifiance animale du réel panique des gens. Et cette panique, ils vont la traduire en voulant résorber ou simplifier le réel, simplifier le multiple dans l'un. C'est ça que j'essayais de démontrer dans les 100 premières pages de notre joie, pour vraiment essayer d'expliquer la psychologie autoritaire et la psychologie identitaire. L'identitaire, c'est quand les choses sont identiques à elles-mêmes. Et donc ça, c'est une façon de conjurer le réel qui est toujours dissemblable de lui-même. Tiens, Derrida parlait de différence avec un A. Le réel, c'est ce qui diffère et donc a une capacité de différence avec un A. C'est un peu pédant, hein, mais ce A à la place du E, mais voilà, ça m'est venu comme ça. Peu importe. C'est Derrida qui a dû voyager dans mon cerveau depuis une heure là et qui ressort comme ça. On ne sait jamais. Comme quoi, on n'est jamais
tout à fait souverain sur son cerveau. Mais vraiment, donc vraiment, tu touches pour moi au cœur des choses. Je pense que je suis frappé, moi, par le fait que des gens ont une certaine peur du réel en tant que réel. Je dis bien, c'est pas de tel ou tel élément de réel, hein, parce que ça, on pourrait se balancer du réel à la gueule, mais vraiment presque de la constitution fondamentale du réel, qui est encore une fois chaotique, multiple, insignifiante. Et ça crée de la panique chez des esprits qui ont besoin d'ordre, qui ont besoin peut-être d'ordre. Alors, ils vont ordonner le réel dans des idées, et dans des idées un peu simplistes, dans des grandes entités, dans des essences, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, la race, l'identité, la France, plein de choses comme ça. Chacun a sa part d'ailleurs, parce que il m'arrive moi aussi de produire des grands mots un peu génériques où moi-même je cède à la pulsion d'ordonner le réel, hein, quand je parle de la bourgeoisie, le prolétariat, enfin moi aussi, chacun a ses catégories. C'est une nécessité, oui. Ce que j'essaie quand même, je vais quand même un peu défendre ma pomme après cette confession. Il me semble que mes catégories à moi sont éminemment plus concrètes que les catégories d'en face. Voilà, c'est la seule préemption. Je pense que quand on parle de bourgeoisie, on parle quand même de faits économiques et sociaux extrêmement concrets, quoi. Quand on parle de la France et de l'identité, de je sais pas quoi, alors là, ça y est, on est reparti dans l'espace. Et on part sur les concepts du roman national, etc. Alors du coup, Zioclo, il avait critiqué le on l'a déjà dit, le processus électoral 2022. Après coup, qu'a-t-il pensé de ces élections et plus généralement de la situation sur laquelle elles ont débouché? Est-ce qu'on a le droit de s'en battre les couilles, bis? Bon bah voilà les gars, il y a des questions un peu plus... Ah si, il y a une autre question. Que pense-t-il de Welbeck? Attends, je veux pas avoir l'air comme ça, de mépriser les questions, et c'est déjà chouette de s'intéresser à ces choses-là, quoi. Donc je vais quand même essayer de dire un petit truc. Il me semble, je veux pas faire celui que les faits valident en permanence et dont les faits entérinent absolument les positions, mais j'avais bien, devant l'enthousiasme que suscitait la campagne des Insoumis, je disais, vous savez très bien comment ça va se terminer. Le bloc bourgeois ne supportera jamais que des gens communistes ou apparentés communistes par la bourgeoisie, qui voit toujours ça très grossièrement, prennent le pouvoir. C'était de toute façon impossible, donc il ne s'agit pas de s'emballer. Donc de nouveau, il y avait un emballement vain. Alors après, certains me disent, oui, mais quand même, la campagne permettra de constituer une force un peu puissante, et ça permettra d'être une opposition un petit peu puissante, une fois que Macron aura été réélu et que la bourgeoisie, comme d'habitude, aura relégitimé son pouvoir. Faisons le bilan un an plus tard. Oui, ça s'agite pas mal à l'Assemblée, ils font le boulot. Moi, je trouve pas du tout que ce soit une ZAD ou le bordel ou le chaos comme la bourgeoisie essaie de le faire croire. Ils font leur boulot de parlementaires d'opposition, mais c'est absolument vain dans un système qui est fondamentalement autoritaire présidentiel et où l'Assemblée législative n'a absolument aucun pouvoir. Donc tout ça, c'est du bruit. Et ça n'a en rien aidé à ce qu'on gagne la bataille sociale qui est en train de se terminer. Ça n'aide en rien. Je crois même percevoir que ça a plutôt tendance à discréditer les Insoumis aux yeux, disons, de ce qu'on appelle l'opinion, qui est un truc un peu incertain. Bon, enfin, il semblerait que ça leur fasse pas gagner des points quand même. Donc non, moi je vois vraiment décidément aucune utilité, qu'on la gagne ou qu'on la perde avec un certain panache aux élections. D'accord. Et est-ce que tu penses que ce serait si dangereux que ça, une Marine Le Pen au pouvoir du coup, ou pas? Ou la bourgeoisie remettrait sa main dessus tranquille? Parce que moi je pense ça, mais les gens ils me disent ah t'es fou, je sais pas quoi. Alors, vraie question. Oui, c'est méconnaître. Je pense que quand les gens isolent un peu le fait Marine Le Pen comme un truc individué, comme ça, isolé, qui serait dangereux ou pas dangereux, ils oublient qu'on est dans un système, la société est structurée d'une certaine manière, et ces structures ont une grande puissance d'inertie. On voit quand même toujours un peu les mêmes causes produire les mêmes effets depuis très longtemps, avec évidemment des petites nuances historiques, des contingences, des variables, mais quand même. Et donc, je pense que, en fait, on peut prendre les choses de deux manières et ça sera la même. Enfin, ça reviendra au même. Soit Marine Le Pen ne sera éligible véritablement et concrètement qu'à partir du moment où la bourgeoisie l'aura autorisée. Et dans ce cas-là, on aura une Marine Le Pen qui sera beaucoup plus light que la fasciste qu'on présente parfois en elle, parce que précisément la bourgeoisie quand même se sera assurée qu'elle ne sera pas un élément de perturbation. Bon, cela dit, même si elle était fasciste, la bourgeoisie n'aurait pas si peur que ça de Marine Le Pen, puisqu'encore une fois, le fascisme n'a jamais été une menace pour le capitalisme. Jamais, 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 ni pour le grand argent, ni pour le grand capital, ni pour les affaires. Business as usual quand Marine Le Pen sera au pouvoir. Donc la bourgeoisie commence d'ailleurs petit à petit, depuis
20, 10, 5 ans, et là maintenant je trouve que c'est de plus en plus patent, à se faire assez tranquillement à Merci. l'idée, et notamment à l'idée que mieux vaut absolument Marine Le Pen que les putains de communistes qui ont l'air quand même de reprendre du poil de la bête de l'autre côté, quoi. Que ce soit sous leur forme partisane, à savoir les insoumis, ou sur leur forme mouvementisme chaotique, à savoir les soulèvements de la terre, l'écologie radicale, le féminisme radical, etc. La bourgeoisie commence un peu à flipper sa mère. Et donc quand la bourgeoisie flippe un peu sa mère, eh bien, elle accueille avec une certaine générosité le camp d'extrême droite, dont elle est sûre qu'au moins, il ne perturbera rien. Donc bon, c'est pour ça qu'à ce titre-là, moi, Marine Le Pen, c'est pas quelque chose qui me terrorise, puisque précisément, je pense que ce qui nous pend au nez, mais qui est déjà en place, avec ça, simplement, il y aura des petits éléments d'intensification, c'est la constitution d'un bloc bourgeois, libéral, autoritaire, parfaitement cohérent et parfaitement uni, du centre-gauche à l'extrême droite. C'est déjà en cours. Bah, je rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur s'appelle Darmanin. Bon, je rappelle qu'on parle de Bruno Retailleau comme Premier ministre actuellement. J'entends cette rumeur. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et puis j'en ai rien à foutre. Ce que je vois, c'est que cette rumeur paraît parfaitement crédible. Il n'y a personne pour dire... Enfin, c'est quand même une anomalie, parce que quand même, on nous avait dit, Macron, il est un peu de gauche. Maintenant, Retailleau, c'est presque la droite catho tradie, crypto-lépéniste. Bon, voilà. Camus il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Mais en fait, ça n'étonne plus grand monde, parce qu'en fait, ce bloc autoritaire s'est parfaitement constitué dans le paysage. Donc, moi, une élection de Marine Le Pen ou pas, je vois vraiment pas en quoi ça pourrait introduire un changement qualitatif dans la violence et la brutalité. Il y aurait une chose quand même, oui, et peut-être qu'à ce titre-là, les indigènes ont raison de s'en méfier encore, c'est qu'on sait bien que s'il arrive au pouvoir des forces comme ça qui se sont quand même structurées autour du racisme, en tout cas de la question raciale, il y aura des éléments de décomplexion, en tout cas des éléments d'intensification de la décomplexion des forces de l'ordre par rapport à ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les flics se gêneront encore moins pour taper les Arabes. Voilà, c'est comme ça que je résumerais le danger Marine Le Pen. Voilà. D'accord. Oui, toi tu vois plus, la police se débride, mais pas plus de débordement ailleurs, quoi. Dans l'idée sociétalement, ce serait plutôt, la police, quoi. Ah bah, d'abord, ça sera ça. Peut-être que la décomplexion de la police peut créer la décomplexion générale, une décomplexion des petits commerçants pour tirer à vue dès lors qu'ils se font braquer un paquet de tabac. Peut-être, hein, ça c'est vrai. Et vraie question, du coup, pour toi, tu vois pas un phénomène fasciste dans le RN? Peut-être plus chez Zemmour, peut-être, et encore, je sais pas. Moi, je pense j'ai écrit là-dessus dans Socialterre, où j'écris une chronique par moment. Je vois qu'à gauche... On se pète le cerveau à longueur d'année entre chercheurs assez pointus. Ça produit des travaux assez admirables en soi pour dire. Alors, qu'est-ce que c'est que le fascisme? Premièrement, déjà, là, tout le monde s'engueule. Ouais. Deuxièmement, une fois qu'on s'est vaguement entendu sur ce que c'était, est-ce que ça peut être accolé à Marine Le Pen, Marion Maréchal, Zemmour? Et tout ça, c'est des problèmes de mots. Donc moi, je préfère être concret. C'est-à-dire, globalement, qu'est-ce qu'elle préconise? Dans quelle mesure peut-elle arriver au pouvoir? Et pour y faire quoi? Voilà. Et est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle préconise? Est-ce que je pense qu'elle peut arriver au pouvoir? Ça, c'est une espèce de discussion un peu prospective. Et puis surtout, parmi ce qu'elle ferait si elle était au pouvoir, est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? Est-ce que je considère que c'est suffisamment dégueulasse, injuste, inégalitaire et brutal pour que je doive combattre contre? Finalement, on n'a pas vraiment besoin de ces mots fascisme là. Ça, c'est des mots de... Comment dire? C'est des mots morale, qui... Non, mais c'est un peu le stade infantile de la politique, ça. On se balance un peu des mots comme ça. C'est le stade un peu Walt Disney de la politique. C'est-à-dire qu'il faut un grand méchant loup, il faut des gros méchants auxquels on opposerait des super gentils. C'est pas ça la politique. Donc c'est des choix de société fondamentaux. Je crois que le choix de Marine Le Pen est un choix identitaire antisocial, que les gens qui sont sociaux combattent contre elle. Très bien.